Bonjour à tous, donc je suis Claude Andriot du Cealist. Et donc là, je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'on essaye de faire, les ambitions qu'on se donne au niveau des innovations technologiques qu'on va apporter dans Genie. Donc je vais partager cette présentation avec Benjamin qui entrera un peu plus dans le détail dans quelques jumeaux numériques. Donc en pratique, dans le cadre de ce projet-là, on développe finalement deux choses. On développe des jumeaux numériques comme l'ont déjà présenté par exemple David, où on a certains équipements qui seront accessibles, hein, donc on sait ce qu'on va voir. Mais on développe aussi un campus immersif qui va permettre aussi, comme on va le voir, d'accéder aux jumeaux numériques d'une autre manière. Alors typiquement, pourquoi on a développé un campus immersif? En fait, on a voulu avoir des moyens simples et abordables pour tous pour expérimenter de nouvelles fonctionnalités pédagogiques. Donc le choix qu'on a fait, c'est que ce campus immersif, il doit être accessible de partout, de tout type d'appareil, sans installation, et puis il ne doit pas avoir de frein à son utilisation. Par exemple, des étudiants doivent pouvoir l'utiliser pour travailler sur le jumeau numérique, mais pourquoi pas faire une partie de baby-foot s'ils ont envie de pouvoir le faire. Donc ça, c'est un point très important, c'est que finalement, toutes ces technologies-là, il faut que ce ne soit pas des choses figées, mais il faut que les enseignants, évidemment, mais aussi les étudiants, puissent s'approprier toutes ces technologies-là. Il ne doit pas y avoir de barrière à l'utilisation de nos technologies. Sinon, on va rester dans des choses figées, finalement, qui dureront que le temps du projet. Donc, pour le campus immersif, donc on a choisi des technologies qui sont basées sur le web, donc qui sont accessibles depuis un browser. Donc on est appelé sur ce qu'on appelle des technologies WebXR, et on a choisi des solutions open source. Donc, alors en France, on aime bien tout réinventer, mais là, on a essayé plutôt de prendre des choses qui sont les technologies les plus standards dans le domaine du WebXR. Donc, on a pris le protocole, la plateforme plutôt A-Frame, qui est très développée, hein, 3JS et WebRTC, qui est aussi un outil développé par Google, mais qui est en open source, qui permet de faire de la communication multi-machine facilement dans le domaine multimédia. Donc ça, c'est un petit peu les choix que l'on a fait, hein, sur laquelle notre architecture repose, et qui seront donc bientôt disponibles sur GitHub, puisque c'est un projet qui sera open source. Donc en fait, on a rajouté un certain nombre de couches pour que ça soit utilisable par tous. Donc notamment, on va disposer de banques d'animation pour piloter des avatars. Benjamin présentera quelques exemples de développement autour de ça. On aura aussi des différents outils. Ça pourra s'intégrer dans des outils comme de Moodle ou Teams, et puis avec des outils classiques d'authentification pour qu'on puisse définir soi-même des rooms en fait pour jouer dans la plateforme, dans le campus immersif. Donc, encore une fois, Benjamin entrera plus dans le détail et vous présentera quelques exemples autour de ça. Donc là, on n'a pas le temps de vous présenter tous les jumeaux numériques, hein, mais il faut savoir que sur chaque jumeau numérique, on est parti de machines physiques existantes qu'on a connectées à notre plateforme pour pouvoir faire, par exemple, de la réalité augmentée ou ce genre de choses. Donc, si on regarde, on a donc 4 piliers dans nos jumeaux numériques, hein, sur lesquels on travaille. Donc, il y a tout d'abord une représentation 3D. Après, il y a ce qu'on appelle la physicalisation. Donc, il y a un moteur de simulation physique qui tourne, qui permet de représenter les différents types de procédés auxquels les étudiants doivent manipuler. Il y a une couche d'interaction, hein, donc ça c'est le troisième pilier, et le quatrième pilier est lié à la connectivité. Donc si on entre un petit peu, donc une des préoccupations majeures du projet, c'est de voir comment on peut déployer réellement ces jumeaux numériques. Parce que faire un jumeau numérique ou un système de RV dans un garage, c'est assez facile à faire.
Bon, le problème, c'est qu'à la fin du projet, en général, ça finit dans un placard. Donc là, ce qui est important, la question qu'on se pose, c'est comment on va déployer un peu massivement ces jumeaux numériques. On a vu des exemples de David où il y a, chez Arboussaisie par exemple, il y a énormément d'étudiants à former. Donc si on se met à la place d'un enseignant, il faut qu'il ait des outils pour pouvoir gérer un peu cette complexité-là et surtout lui masquer cette complexité-là. Et donc, il faut penser infrastructure. Et donc, on se retourne naturellement vers des solutions cloud pour que chacun puisse accéder facilement à des jumeaux numériques. Donc, notre idée, c'est de tester des solutions qui permettent de rendre ces jumeaux numériques accessibles via un store dans le cloud et de gérer le déploiement automatiquement sur tous les casques en un clic. Donc, on a retenu la solution de Enoactive, qui est d'ailleurs, les gens de Enoactive sont parmi nous aujourd'hui, et qui vont nous permettre, en fait, de se faire jouer soit les jumeaux numériques dans le cloud. Donc là, finalement, on va utiliser des technos de streaming, et notamment celle proposée par NVIDIA qui s'appelle CloudXR, qui permet, depuis un support léger, un casque avec peu de puissance de calcul, de jouer avec le jumeau numérique, ou simplement de télécharger un exécutable qu'on pourra faire jouer aussi dans le casque. Donc c'est ça que nous permet, c'est ça. Et on voit une image, par exemple ici, d'un portail avec l'ensemble des jumeaux numériques qui pourraient être mis à disposition des étudiants et des apprenants. Donc si on se pose aussi l'interopérabilité du jumeau numérique, donc là on essaie aussi de s'appuyer sur des standards ouverts, et ça tombe bien puisqu'il y a l'Open Metaverse Standard Forum qui propose maintenant des formats ouverts pour décrire les mondes en 3D. Donc il y a notamment les formats GLTF et USD qui sont de plus en plus utilisés pour décrire des jumeaux numériques, des avatars, des animations. Donc on s'appuie sur ces standards-là pour gérer l'interopérabilité entre nos jumeaux numériques. Et puis évidemment, il faudra quand même les étendre, puisque par défaut, ils ne gèrent pas, enfin, pour l'instant, tout ce qui est lié à des problématiques plus industrielles, comme les protocoles OPC-UA ou la simulation physique de process complexes, évidemment, qui ne sont pas gérés dans ce type de format. Mais par contre, la façon d'écrire les extensions est standardisée, donc ce qui nous permet de gérer un peu les aspects interopérabilité. Et donc, on va normalement regarder tout ce qui est simulation physique, tout ce qui est connectivité, et puis les scénarios pédagogiques, comment on peut faire des choses un peu standardisées. Et puis, finalement, l'aspect données est évidemment très important, puisque ça nous permettra... Donc là, par exemple, les premiers jumeaux numériques ont été faits dans la plateforme Unity 3D, mais si on veut passer dans une autre plateforme, grâce à ce type de format, on peut espérer y passer sans trop de douleur. Un autre point qui est important aussi, c'est l'appropriation des jumeaux numériques. On ne souhaite pas avoir des scénarios figés et que les enseignants ou les élèves puissent à terme les programmer par des approches de type no-code. Donc on a un exemple ici d'une chaîne d'assemblage à Lille où on fait finalement toute la tâche est programmée par des boîtes qui sont reliées entre elles, donc c'est assez de plus en plus classique dans les approches no-code. Donc c'est ça qu'on essaie de développer pour que tout le monde puisse utiliser nos jumeaux numériques, créer ces scénarios pédagogiques de manière la plus simple possible et surtout pas d'avoir des solutions figées comme c'est le cas souvent dans des solutions actuelles de formation. Donc au niveau de la représentation 3D, on est parti sur Unity puisque l'ensemble des partenaires maîtrisaient bien cette plateforme-là. Encore une fois, grâce au format USD, GLTF, on espère pouvoir passer d'une plateforme à l'autre assez simplement. Et donc Benjamin va l'expliquer, mais on a donc reconstruit chacun des sites à partir soit de la CAO, soit à partir de scan 3D, pour passer du site réel au site physique. Alors, au niveau de la physicalisation, on a différents types de simulation. Donc, la base, c'est de pouvoir manipuler des objets
par exemple manipuler, ouvrir une porte, prendre une pièce dans la machine-outil. Donc on a finalement un moteur de simulation mécanique qui tourne en temps réel, qui permet de gérer la cinématique, la dynamique des différents équipements, et qui permet à un étudiant ou un apprenant ou un enseignant de manipuler les différentes pièces. Donc on gère tout ce qui est un peu basique en cinématique, en collision, en contact. On a aussi des phénomènes qui sont importants, mais qu'on ne sait malheureusement pas simuler en temps réel. Donc là, on fait appel à des animations, par exemple pour simuler une étincelle, une flamme, une fumée. C'est pas de la simulation physique pour l'instant que vous verrez dans les différentes vidéos. Hein. C'est des techniques classiques d'animation. Mais par contre, on a quand même une innovation majeure qui est la simulation de process complexes interactifs grâce à l'IA. Donc, comme vous le savez sans doute, en fait, l'IA aussi révolutionne le monde de la simulation physique. Et donc, quand on fait du numérique immersif et interactif, on a besoin de pouvoir manipuler des process en temps réel. Et donc, si on prend un code de calcul classique, évidemment, on ne peut pas y arriver. Parce que si les gens qui ont fait un peu d'éléments finis, par exemple, simuler la déformation d'une pièce ou l'échauffement d'une pièce, d'habitude, on prend quelques heures pour simuler la moindre chose. Donc, ce qui rend caduque l'utilisation de ce type de code de calcul dans des jumeaux numériques interactifs. Donc là, on développe des techniques basées sur l'IA. On se sert des codes de calcul de référence pour apprendre à des réseaux de neurones, par exemple la déformation ou l'échauffement d'une pièce pour un certain type de sollicitation. Et une fois que cette phase d'entraînement est faite, on a d'autres types de modèles. Donc on obtient un réseau de neurones qui va nous permettre d'être utilisable dans un contexte, cette fois-ci temps réel, et donc qui va permettre, sur un certain point de fonctionnement, à l'étudiant de modifier, par exemple, la température ou des sollicitations sur la pièce, donc en temps réel. Donc, au niveau des interactions, donc là, on se pose la question, finalement, on a tous ces jumeaux numériques-là, mais comment on peut interagir avec ? Donc, en fait, il y a une multitude de façons d'interagir avec les jumeaux numériques. On peut interagir en distanciel, hein, donc c'est l'exemple typique de la phase Covid ou grève qu'on connaît bien en France, où on va être en distanciel pour faire son cours. On peut être en présentiel sans système physique. Finalement, David, par exemple, a présenté une salle au CESI à Rouen, où ils ont une salle de RV qui est juste à côté des manips réels, où on est en présentiel avec le système physique. Et là, on se demande comment on peut augmenter le physique grâce aux jumeaux numériques. Donc, on a regardé un petit peu toutes ces typologies d'interaction dans le cas de Génie. Je prendrai deux exemples sur lesquels on essaye de travailler. C'est finalement comment les apprenants, les enseignants vont interagir avec le jumeau numérique. Et par exemple, je vais prendre le cas présentiel sans équipement physique. Donc c'est le cas classique auquel on pense quand on fait de la RV. Après, finalement, en termes de déploiement, c'est quand même pas si simple que ça, parce que si on se pose la question, finalement, comment on va faire ? On a, par exemple, 20 étudiants. On veut les faire travailler en binôme, donc on va faire 10 binômes. Il va falloir que l'enseignant passe d'un binôme à l'autre, si on garde ce qui est fait actuellement. Et puis, chaque binôme, par exemple, va gérer son propre jumeau numérique, parce qu'ils ne vont peut-être pas avancer à la même vitesse sur le TP. Donc, il faut développer des architectures informatiques qui permettent de téléporter l'enseignant d'un groupe à l'autre, de manière la plus simple possible. Donc, on travaille sur ce type de scénario, ce qui n'est pas si simple ça, au courant que ça. Il va falloir aussi insister sur le fait que ces techniques-là vont forcément révolutionner aussi la façon d'enseigner, mais aussi l'espace physique qu'on doit mettre à disposition des enseignants ou des apprenants. Là, il y a des exemples de VR Room qu'on développe par exemple au CEA, mais je pense qu'ils vont se déployer ailleurs. Donc là, il faut des espaces physiques dédiés.
Pour déployer aussi, on veut évidemment des solutions avec des casques sans fil. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de streaming tout à l'heure. Il faut que les étudiants puissent, par exemple, être dans un même espace, soit localisés dans un même espace. Donc là, ce qu'on voit sur la figure, on voit qu'il y a un certain nombre de motifs géométriques. C'est pas juste pour faire joli, ça permet aux différents casques de se repérer dans l'espace et d'avoir des joueurs qui sont colocalisés dans un même espace virtuel et pouvoir dialoguer de manière la plus naturelle possible entre eux. On a aussi d'autres espaces sur lesquels on pense. On est plutôt dans un format d'une grande table sur lequel on va travailler tous ensemble autour d'une solution dédiée, suivant qu'on veut être sur un grand espace ou un petit espace. Donc ce qu'il faut penser aussi, c'est que finalement, ces technos-là vont amener une réflexion sur finalement l'architecture des bâtiments, des futurs bâtiments pour l'enseignement en utilisant ce genre de techno. Un autre exemple sur lequel on travaille aussi, c'est le cas présentiel avec des équipements physiques et l'apprenant est en distanciel. Donc c'est l'exemple typique, ces jours de grève, ce qui est assez courant en France, les étudiants ne peuvent pas venir. Donc, le prof, il a sa machine, il est tout seul devant sa machine. Grâce à Dieu, il a quand même, c'est une caméra 360. Et on se pose la question, comment il va pouvoir enseigner à ses étudiants. Donc, on développe des technologies immersives ou grâce aussi à l'IA. Alors, ce que vous voyez là, c'est toujours difficile à expliquer sur une vidéo 2D ce que ça donne en 3D. En fait, ce qu'il faut voir dans l'image, en fait, c'est à partir de l'image 360 de la caméra, on extrait. Donc, il y a trois choses à voir. Il y a le fond qui est reconstitué avec sa profondeur par des techniques d'IA qui recalculent en 3D l'espace du fond. Il y a le robot, en fait, on a le modèle du robot, il est connecté, on a accès à son contrôleur, donc on connaît sa position dans l'espace. On récupère de la vidéo 360 des images qu'on traite en temps réel et qu'on réplique, qu'on retexture en temps réel le modèle 3D. Donc là, on voit vraiment un hologramme 3D devant vous, ce n'est pas une image 360 qu'on a l'habitude de voir qui est assez plate. Et notre enseignant, qui est représenté là par nos étudiants en thèse qui travaillent sur ce sujet-là, en fait, lui, il est découpé en temps réel. Donc, on s'amuse par des techniques de flux optique à le découper en temps réel. On fait ce qu'on appelle un billboard, donc on le plaque en 2D et on le repositionne dans l'espace 3D. Donc, en combinant ces trois techniques-là, on a vraiment l'impression d'avoir des hologrammes 3D et donc améliorer sensiblement l'immersion. Et évidemment, en étant ça dans un cadre collaboratif. Un autre point qui est très important, le CNAM, on en a parlé tout à l'heure, est pionnier dans le domaine de l'accessibilité pour des moyens immersifs ou de manière plus générale pour tout ce qui est aussi jeux vidéo ou autre. Et donc là, c'est un point très important du projet. On s'est engagé à ce que tous les jumeaux numériques soient accessibles à tous, donc avec différents types de handicaps. Si vous êtes, donc on a plusieurs exemples qui sont représentés ici. Donc on a développé, le CNAM nous a mis à disposition avec la société Mimbus une boîte à outils qui est open source, qui permet de définir des interfaces homme-machine et des moyens d'interaction qui permettent à une personne handicapée de jouer avec les jumeaux numériques et surtout de ne pas être exclue des formations. Donc ça, c'est un point assez fondamental dans le projet, c'est l'accessibilité pour tous, qui est non seulement réglementaire, mais aussi qui nous tient évidemment à cœur. Alors, on en a parlé, mais c'est aussi un point très important. Dès qu'on l'a pu, on a essayé de se connecter aux machines réelles. Donc, comment on fait ça? On utilise des protocoles standards de l'industrie 4.0 qui sont au PCUA. On essaye aussi de respecter les Companion Specifications, donc c'est des façons de décrire les machines avec OPC-UA, donc on essaie de respecter au mieux. Et puis, ce qui est aussi important, c'est que finalement, dans beaucoup de machines modernes, si on prend par exemple le cas d'une machine-outil, on ne s'est pas amusé à refaire l'interface homme-machine de la machine-outil. Donc là, par exemple, on a un jumeau numérique avec l'unique et une machine d'usinage.
il y a une commande numérique Siemens. Donc là, on couple dans notre numérique, on utilise directement la commande numérique Siemens, son interface qu'on intègre dans les outils de réalité virtuelle, mais ce qui nous permet d'avoir un fonctionnement qui est strictement identique, avec des interfaces strictement identiques à celles qui est utilisée sur la vraie machine. Il y a un exemple que présentait rapidement David tout à l'heure. On va prendre un contrôleur de robot UR qu'on a vu tout à l'heure, qui est représenté là. Là, on va intégrer l'interface du contrôleur directement dans le monde 3D, ce qui permet encore une fois de programmer directement le robot depuis l'environnement 3D. Donc là aussi, c'est un point important d'essayer le plus possible d'intégrer des émulateurs de Siemens ou de Beckhoff ou de qui on veut dans ces environnements-là pour être le plus près possible du fonctionnement de la machine réelle. Et puis évidemment, ça diminue les coûts aussi de création d'interfaces ou ce genre de choses. Pour terminer, avant de passer la parole à Benjamin, donc il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre d'EdTech qui nous aident dans ces projets-là. On a un Mimbus qui nous aide, qui développe des jumeaux numériques, qui fournit aussi les outils pour tout ce qui est accessibilité. On a LS Group aussi qui nous permet de faire du contenu 3D, qui nous permet de développer certaines briques technologiques que j'ai présentées. On a Eureka Ingénierie, on a InnoActive pour la partie cloud, et puis Uptel sur la partie vidéo 360. Voilà, donc merci. Je vous laisse la parole donc à Benjamin.